48 heures pour décider du sort d'un pays entier et de son or stratégique. Dans les couloirs du pouvoir, le compte à rebours s'affiche déjà comme une menace silencieuse qui serre toutes les gorges. En échange de 70% de l'or national, une promesse chiffrée à 5,6 milliards de dollars prétend acheter le silence d'un peuple fatigué mais encore debout. Mais que vaut cette offre quand Ibrahim Traoré choisit la dignité plutôt que la soumission et entraîne tout le Burkina Faso derrière lui, au risque d'affronter l'Empire à découvert sans filet? L'ultimatum venu de Washington ne se limite pas à une pression financière. Il engage la survie politique, économique et symbolique d'un pays dont les réserves d'or constituent l'ossature de sa souveraineté. La proposition paraît simple, presque administrative, mais chaque ligne du document scellé transporte un risque immédiat. Perdre son or, perdre son image ou perdre sa capacité à décider par lui-même. Et le véritable enjeu surgit rapidement. Comprendre si un État peut encore dire non lorsque l'ordre mondial exige l'inverse. Les bénéfices potentiels d'une réponse ferme tiennent en 10 mots. Préserver l'or, préserver la souveraineté, préserver le futur national. Pourtant, le coût potentiel d'un refus s'élargit comme une ombre. Sanctions, isolement diplomatique, pression monétaire. Les chancelleries étrangères parinent sur la peur, pensant que 2 jours suffiront à briser une nation. Mais le risque inverse, plus silencieux et plus profond, interroge tout observateur. Que se passe-t-il lorsqu'un peuple accepte de sacrifier son autonomie pour éviter un choc? Comme un fil narratif discret s'impose alors. Si l'Afrique baisse la tête ici, qui la relèvera demain? La révélation éclate à 6h30 quand un document classé secret défense tombe sur le bureau présidentiel. 2 pages suffisent pour tout renverser. Une exigence brute, 70% de l'or national ou 5,6 milliards de dollars à payer sous 48 heures. Ce chiffre n'est plus seulement une donnée économique, mais l'amorce d'une rupture qui force les alliances à s'exposer. Et dès cet instant, le futur se condense en un enchaînement de causes et d'effets que personne ne pourra arrêter. Comme une première révélation discrète s'étend au-delà du télégramme. Depuis des mois, une cellule de géologues burkinabés, appuyée par des experts coréens, découvrait discrètement un gisement colossal au nord. Lorsque les satellites français détectent des anomalies sur la zone, l'information circule de Paris à Washington, déclenchant une inquiétude croissante. Un pays naguère considéré comme prévisible devient soudainement un acteur autonome. Ainsi commence la chaîne. Découverte secrète, repérage extérieur, réaction diplomatique, pression financière. Et au centre, un catalyseur unique, Ibrahim Traoré. À mesure que l'information filtre, chaque capitale interprète la même donnée sous un angle différent. À Washington, l'ultimatum doit servir de rappel hiérarchique. À Londres, les marchés de l'or anticipent une secousse imminente. À Paris, les analystes craignent un précédent incontrôlable dans le Sahel. Et à Ouagadougou, dans les cafés où les radios tournent en boucle, les rumeurs se mutent en certitude. Quelque chose de plus vaste que la dette est en jeu. L'enjeu change d'échelle. Il ne s'agit plus d'un différend budgétaire, mais de la place d'un pays africain dans l'ordre mondial. Dans cette tension, chaque minute pèse davantage. Plusieurs ministères sont convoqués dans l'urgence, les chefs militaires se préparent à verrouiller les sites stratégiques et les directeurs des mines relisent les clauses dont dépend désormais le destin national. Puis la décision s'impose progressivement. Un État qui cède aujourd'hui cédera demain. C'est ce raisonnement, simple et implacable, qui dessine la suite logique de ce bras de fer en cours. Au cœur des premières heures, l'entourage présidentiel se transforme discrètement en ligne de front. Les ministres, les chefs militaires et les conseillers économiques circulent dans les couloirs du palais avec une urgence retenue, conscients que chaque geste peut devenir un signal pour les observateurs extérieurs. La décision est prise, mais pas encore annoncée.
Et cette période de transition crée un espace fragile où les premières conséquences commencent à se matérialiser. C'est dans cet interstice que se révèle la figure de conduite, un homme qui mesure chaque mot avant de s'avancer. Le premier microcas se déroule dans les mines de l'Ouest lorsque la rumeur d'un ultimatum se répand parmi les équipes techniques. Les ouvriers suspendent brièvement les machines non par peur, mais pour écouter la radio locale qui, elle aussi, cherche à comprendre le poids du document venu de Washington. L'effet immédiat n'est ni la panique ni la contestation, mais un silence dense, comme si chacun évaluait ce que signifierait l'abandon de 70% de l'or national. Ce moment marque la première preuve tangible que l'affaire dépasse les simples chiffres. Le second microcas apparaît dans une université de Ouagadougou. Plusieurs étudiants organisent une discussion improvisée en analysant les lignes du télégramme et les implications de l'ultimatum sur la souveraineté régionale. Ils ne connaissent pas encore la décision d'Ibrahim Traoré, mais ils mesurent qu'un choix imposé au Burkina Faso pourrait ouvrir un précédent pour toute l'Afrique de l'Ouest. Leur échange, encore hésitant, reflète un basculement collectif. La politique cesse d'être un domaine lointain pour devenir un enjeu quotidien. Et la question essentielle surgit alors. Quelles conséquences immédiates pour un pays qui refuse de plier? Tout démarre à 7 heures du matin quand le décret verrouillant les données minières est signé et transmis aux équipes techniques. Le document est bref, sans préambule, et frappe immédiatement les réseaux d'accès internationaux. Les serveurs étrangers, jusque-là habitués à prélever des informations sur les sites stratégiques du Burkina Faso, se heurtent soudain à un mur numérique. Ce blocage n'est pas qu'un geste administratif, il constitue l'étincelle qui déclenche le basculement politique. En quelques minutes, les opérateurs occidentaux comprennent qu'une ligne vient d'être franchie. Le deuxième mouvement s'enclenche lorsque l'armée reçoit l'ordre de fermer les routes menant aux zones aurifères. Les véhicules militaires avancent en silence, les postes de contrôle surgissent au carrefour et la circulation change de sens. Ce verrouillage terrestre agit comme un signal clair. L'État se prépare à un bras de fer où la vitesse prime sur la négociation. Dans les villages voisins, les habitants observent les convois sans comprendre encore l'ampleur de ce qui vient de se jouer. Mais l'enchaînement est irréversible. Verrou numérique, verrou territorial, verrou politique. Le climax éclate à midi. Les forces spéciales de souveraineté, entraînées discrètement pendant des mois, reçoivent leur première mission officielle. Sécuriser physiquement les mines. Aucun insigne, aucun drapeau, seulement une consigne: protéger les réserves nationales contre toute forme d'ingérence. Cette étape renforce la tension internationale car elle matérialise une volonté politique qui n'était jusqu'alors que supposée. Les analystes extérieurs interprètent ce déploiement comme une escalade. À Ouagadougou, c'est perçu comme une preuve de cohérence. Un pays qui refuse un ultimatum doit verrouiller ses ressources avant tout. Le sommet dramatique se produit lorsque les flux d'informations venant des sociétés minières occidentales s'effondrent. Pour la première fois depuis des décennies, le contrôle total des données passe entre les mains burkinabées. Cette perte de visibilité alarme Washington, Londres et Paris, qui avaient construit une part de leur stratégie sur la surveillance continue du Sahel. L'absence de données provoque un vide inconfortable. Les salles de crise se remplissent. Les hypothèses se multiplient. Le silence numérique fonctionne comme une déclaration politique à part entière. C'est à ce moment que la figure d'Ibrahim Traoré réapparaît publiquement. Lors d'un direct inattendu, il apparaît en uniforme, tenant un dossier frappé du sceau national. Son message est court, précis et frappe comme un coup de massue. Il ne réclame pas notre or, il réclame notre peur. Cette phrase devient le point d'inflexion du récit. Elle structure le climax en lui donnant une tonalité morale qui résonne bien au-delà des cercles diplomatiques.
Les applaudissements qui éclatent dans plusieurs quartiers de Ouagadougou transforment une décision technique en événement national. L'aftershock commence dans les rues, les murs se couvrent de slogans, les radios régionales changent leur programme, les réseaux sociaux panafricains s'enflamment, les mines se savent protégées. Les universités comprennent que l'enjeu dépasse la simple dette. Les chancelleries étrangères identifient un risque d'effet domino. Le pays entre alors dans une phase hybride: stabilité intérieure renforcée, inquiétude extérieure accrue, montée en puissance du soutien régional. Tout indique que l'onde de choc ne fait que commencer. Le point de référence initial est net. Avant la rupture, le Burkina Faso produisait environ 80 tonnes d'or par an, ce qui représentait 14% du PIB national et plus de 70% des exportations. L'écart observé ensuite surgit 3 mois après la nationalisation. La production baisse temporairement de 18%, mais les revenus domestiques doublent, car les commissions étrangères disparaissent entièrement. Cette progression, en apparence paradoxale, s'explique par une réalité simple: le contrôle national augmente mécaniquement la rentabilité brute. Ce contraste inaugure un changement structurel qui devient immédiatement lisible dans les comptes publics. La deuxième donnée majeure concerne les flux financiers internationaux. Avant la crise, les transactions dépendaient largement du franc CFA, lui-même arrimé à l'euro et surveillé par les marchés occidentaux. 100 jours après l'annonce d'Ibrahim Traoré, 62% des paiements extérieurs échappent désormais au dollar, basculant vers le yuan numérique et le BF Coin. Ce basculement n'est pas seulement technique, il réduit l'effet de levier monétaire exercé par les puissances extérieures. Les observateurs étrangers le perçoivent comme un glissement stratégique et non comme une réforme interne. Le troisième chiffre éclaire l'évolution interne. Les investissements structurels connaissent une hausse notable, avec plus en 41% d'infrastructures, plus 23% d'agriculture et plus de 27% de dépenses militaires. Derrière ces pourcentages se cache une dynamique nouvelle. L'État réinjecte directement les bénéfices de l'or dans l'économie réelle. Le chômage chute de 8,4% à 5,9%, marquant un signal inattendu pour les analystes et qui prédisaient l'effondrement. Cette transition démontre que la contraction initiale de production ne compromet pas la stabilité générale. Ces données déclenchent une série de réactions contrastées. Les institutions financières internationales évoquent un modèle risqué, craignant un précédent régional. Plusieurs économistes du Nord rappellent que la baisse de production pourrait un jour peser sur la balance commerciale. Mais les experts du Sahel formulent une lecture opposée. La perte de revenus extérieurs est compensée par la consolidation interne, car le pays consomme et investit ce qu'il extrait. Dans cette dualité d'interprétation, les indicateurs deviennent autant des arguments que des miroirs idéologiques. Au-delà des chiffres, une transformation souterraine apparaît. Les banques locales résistent alors qu'elles étaient annoncées vulnérables. Les dépôts augmentent, signe d'une confiance nouvelle. Les files s'allongent devant les guichets, non pour retirer, mais pour déposer. Preuve que la population perçoit la consolidation monétaire comme un choix collectif. Ce renversement contredit les prédictions extérieures. Pour beaucoup d'observateurs, il marque l'entrée du pays dans une phase où la souveraineté économique se concrétise dans les comportements quotidiens. Dans ce paysage en mutation, le rôle d'Ibrahim Traoré demeure central. Il ne s'agit pas d'une gestion technocratique, mais d'un repositionnement stratégique où la résistance économique devient un acte politique. Les statistiques ne fonctionnent plus seulement comme des mesures de performance, mais comme des preuves tangibles qu'un pays enclavé peut se maintenir debout face à une pression coordonnée. Chaque chiffre révèle une même idée: le Burkina Faso cesse d'être un espace d'extraction
pour redevenir une économie en reconstruction guidée par son propre centre de gravité. Et la question qui s'impose désormais est simple. Combien de temps le système global pourra-t-il ignorer ce renversement silencieux? Les observateurs internationaux se divisent rapidement en deux camps, chacun avançant une lecture solide de la situation, suffisamment argumentée pour mériter d'être examinée sans préjugés. Le premier camp regroupe principalement des analystes financiers occidentaux qui voient dans la rupture burkinabé un risque systémique majeur. Pour eux, l'abandon des circuits traditionnels du franc CFA, du dollar et des marchés européens fragilise naturellement la capacité d'importation. Il rappelle que la baisse de 12% des réserves de change rend les achats de machines, d'équipements énergétiques et de pièces industrielles plus lents et plus coûteux. Leur inquiétude se fonde sur une logique classique. Un pays enclavé, soumis à des sanctions silencieuses, ne peut durablement compenser les obstacles logistiques uniquement par de la détermination politique. Face à cette vision prudente, le second camp se compose de plusieurs économistes africains pour qui la douleur économique n'est pas une anomalie, mais le prix normal de la souveraineté. Ils soulignent que le Burkina Faso a vécu 60 ans sous un système où la dépendance au financement extérieur était perçue comme une évidence inévitable. Les premiers ralentissements d'importation ne sont pas des signes d'effondrement, mais des indicateurs d'un rééquilibrage forcé. Pour eux, la fuite des investisseurs étrangers représente une libération. Elle ouvre un espace nécessaire pour faire émerger une économie interne capable de fonctionner sans pilier occidental. Dans leur argumentation, les chaînes d'approvisionnement ralenties deviennent une phase de transition et non un symptôme de faiblesse. La réponse Stillman s'appuie alors sur les données disponibles. Oui, les réserves de change baissent et les importations ralentissent, mais dans le même temps, l'économie locale absorbe mieux ses propres ressources. Les investissements internes augmentent, les dépôts bancaires s'élèvent et les revenus domestiques issus de l'or doublent. Ces éléments ne réfutent pas les risques évoqués par le premier camp, mais ils limitent la portée de leurs conclusions. Les deux lectures coexistent donc sans s'annuler. L'une insiste sur les coûts immédiats, l'autre sur les bénéfices structurels. La véritable question devient alors: lequel de ces deux chemins déterminera l'avenir? Et surtout, lequel résistera le mieux à l'épreuve du temps? Un choc silencieux bouleverse tout. Lorsque le discours direct d'Ibrahim Traoré traverse soudain les écrans, il ne provoque pas seulement une réaction émotionnelle, il déclenche un glissement stratégique que peu avaient anticipé. Son affirmation: il ne réclame pas notre or, il réclame notre peur, devient immédiatement un pivot narratif, un repère autour duquel les alliances et les oppositions se réorganisent. Ce moment marque un changement de posture. Le pays n'apparaît plus comme un acteur acculé, mais comme un État conscient de son propre pouvoir. Dans les heures qui suivent, un détail souvent négligé se révèle déterminant. Les ambassades occidentales convoquent en urgence leurs analystes, cherchant à comprendre comment un pays enclavé a pu verrouiller ses mines, ses données et son espace narratif en moins de 12 jours. Ce n'est plus seulement la résistance qui inquiète, mais la vitesse d'exécution. Ce déplacement de perception agit comme un révélateur. Il expose les limites d'un système habitué à imposer ses normes sans opposition. Et ce midpoint change la donne pour toute la région. Une question nouvelle circule désormais. Si un pays ose un tel retournement, combien d'autres suivront demain? Les répercussions de la décision présidentielle ne restent pas confinées aux frontières du Burkina Faso. Elles se déploient en 4 arcs distincts, chacun révélant comment un choix national peut redessiner des équilibres régionaux et internationaux. Les faits constituent la première onde. Le Mali, le Niger et la Guinée réagissent presque instantanément, non par opportunisme,
mais par instinct stratégique. L'idée du port bouclier AES émerge dans les premières réunions officieuses: mutualiser les ressources, sécuriser les routes commerciales et protéger les gisements stratégiques. Cette solidarité n'est pas proclamée dans un communiqué officiel, mais s'incarne déjà dans des gestes concrets: conseillers militaires envoyés, aide logistique promise, espace aérien partagé. Le choix d'Ibrahim Traoré fonctionne comme un aimant, attirant autour de lui une cohorte de pays qui voient dans cette résistance un bouclier contre des décennies de dépendance. Le second arc concerne les entreprises locales, longtemps écrasées par la concurrence étrangère. Elles bénéficient soudain d'un espace inédit. Les chaînes d'extraction sont réorganisées, les subventions ciblées encouragent la création de sociétés minières nationales, et une plateforme de commerce interne de l'or permet de retenir 78% de la production sur le territoire. Les entrepreneurs burkinabés, souvent relégués à des positions subalternes, accèdent à de nouvelles marges opérationnelles. Cette dynamique ne crée pas une explosion immédiate de richesse, mais elle jette les bases d'une économie interne capable de respirer sans l'oxygène structurel venu de l'extérieur. La troisième onde touche les populations elles-mêmes. Dans les universités, les étudiants forment des cercles d'analyse où l'on débat ouvertement des implications de la souveraineté économique. Dans les quartiers, des associations communautaires discutent de la redistribution possible des bénéfices miniers. L'impact social n'est pas uniforme. Certaines régions subissent encore les lenteurs d'importation, mais l'imaginaire collectif se transforme. Le fait qu'un pays enclavé ose dire non agit comme un catalyseur psychologique. Les discussions cessent de tourner autour de la survie pour explorer la possibilité d'un avenir fondé sur l'autonomie. Enfin, le quatrième arc concerne l'environnement géopolitique élargi. Les grandes puissances observent avec une attention crispée ce qui ressemble à un précédent dangereux. Les marchés de Londres s'agitent, les analystes de Paris évoquent une rupture stratégique et le département d'État américain parle d'un acte d'hostilité. Pourtant, dans plusieurs capitales africaines, une autre lecture s'impose. Un pays africain ne se contente plus d'obéir, il déplace la ligne rouge. Dans cet espace tendu, l'action d'Ibrahim Traoré devient une variable structurante, forçant l'ensemble du système à se repositionner. Ainsi, les conséquences réelles ne s'additionnent pas. Elles se propagent, se répondent et réorganisent tout un paysage. Les 6 à 12 prochains mois dessinent 3 trajectoires possibles pour le Burkina Faso, chacune dépendant de variables encore mouvantes. La réaction des puissances extérieures, la solidité interne et la capacité des alliés régionaux à maintenir une ligne commune. Le scénario de base repose sur la stabilité actuelle. Dans cette configuration, la croissance se maintient entre 3,5 et 4%, portée par les revenus aurifères désormais internalisés. Le BF Coin s'établit comme instrument monétaire alternatif, gagnant progressivement la confiance des opérateurs régionaux. Les relations renforcées avec les pays voisins permettent de contourner partiellement les circuits traditionnels, tandis qu'un marché commun en gestation soutient les échanges. Le pays avance prudemment mais sûrement sur une route où l'indépendance reste fragile mais viable. Le scénario optimiste envisage une consolidation plus rapide encore. L'axe formé avec la Chine et la Russie se structure en véritable partenariat stratégique. Les infrastructures clés, énergie, transport, extraction, bénéficient d'investissements accélérés. Les capacités industrielles s'élargissent. Une partie de la production agricole gagne en autonomie grâce à l'appui technique et logistique de nouveaux partenaires. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso émerge comme un pôle régional d'innovation économique.
une plateforme d'échange panafricain et un symbole de décolonisation monétaire. Ce scénario transforme le pays en archétype d'une souveraineté assumée. Le scénario pessimiste, lui, prend forme si l'Occident décide d'imposer une pression plus sévère. Des sanctions financières ciblées pourraient provoquer une crise de liquidité, affaiblissant la capacité d'importation. La production minière chuterait sous l'effet combiné du manque d'équipement et du retrait de certains partenaires techniques. Les tensions sociales augmenteraient, les inégalités se creusant dans les zones les plus vulnérables. La confiance dans le BF Coin serait fragilisée et la région, bien que solidaire, ne pourrait compenser entièrement les restrictions internationales. Le pays resterait debout, mais au prix d'un ralentissement général et d'un climat intérieur sous tension. Une chose demeure pourtant, quelle que soit la trajectoire, comprendre ces trois issues exige un outil indispensable, la capacité à penser en termes de dépendance, d'enchaînement et de seuil critique. Dans les jours qui suivent l'ultimatum, la portée humaine de la crise dépasse les chiffres et les déclarations diplomatiques. Elle s'inscrit dans trois sphères distinctes, chacune révélant la manière dont un pays en lutte pour sa souveraineté touche ceux qui l'observent, de près comme de loin. Le premier cercle, celui des individus directement concernés, groupe A, ressent immédiatement les frictions du changement. Les commerçants, les familles, les jeunes diplômés vivent au rythme des ajustements économiques. Certains voient une opportunité dans l'essor des entreprises locales, d'autres s'interrogent face aux lenteurs d'importation qui modifient leur quotidien. Ce sont eux qui portent les premiers effets, qu'ils soient prometteurs ou contraignants. Le second cercle, constitué des observateurs engagés, groupe B, rassemble universitaires, analystes et militants qui suivent de près les évolutions du Burkina Faso. Pour eux, cette crise devient un laboratoire d'idées. Les débats sur la souveraineté, la gestion des ressources et l'autonomie monétaire se multiplient dans les conférences, les forums et les rédactions. Certains y voient la naissance d'un récit africain neuf, libéré des cadres traditionnels. D'autres insistent sur les risques inhérents à tout changement brusque. Ce cercle, plus informé, scrute les étapes successives pour comprendre comment un pays tente de sortir d'un schéma longtemps considéré comme immuable. Le troisième cercle, celui des spectateurs distants, groupe C, observe le mouvement avec un mélange de surprise et de curiosité. Pour eux, l'affaire n'est pas un enjeu personnel, mais elle agit comme une invitation à repenser les rapports entre nations puissantes et pays émergents. La décision d'un État enclavé devient un miroir questionnant leurs propres convictions sur la justice économique et la liberté politique. Et tous convergent vers une même interrogation. Comment réagir quand un pays refuse de courber les chines? La sortie durable de la crise exige une méthode structurée, articulée autour de plusieurs actions précises qui définissent qui agit, dans quel délai et avec quels indicateurs de réussite. Le premier axe consiste à consolider la maîtrise des ressources nationales. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les ministères de l'énergie et des mines sont chargés d'un audit complet des exploitations à finaliser sous 6 mois. Le progrès se mesurera par un pourcentage clair, la proportion des sites entièrement contrôlés par des équipes nationales. Cet audit constitue le socle à partir duquel se construit la souveraineté économique. Le second axe vise à diversifier les sources d'énergie pour réduire la dépendance extérieure. Une task force mixte, ingénieurs, militaires et économistes, doit lancer avant la fin de l'année les premières phases du projet solaire régional. Le critère de suivi reste simple, la part d'électricité produite localement. Cette mutation énergétique n'est pas une option stratégique.
Elle devient une étape incontournable du repositionnement national. Le troisième axe porte sur la coopération régionale. Les diplomaties du Mali, du Niger et de la Guinée s'engagent dans un calendrier trimestriel pour renforcer l'espace économique commun du Sahel. Chaque réunion devra produire un indicateur chiffré, volume d'échanges intra-régionaux, corridors logistiques les sécurisés ou accords douaniers simplifiés. Ce travail collectif permet d'amortir la pression extérieure en redistribuant les forces du bloc régional. Enfin, le quatrième axe concerne la population elle-même. Le ministère de l'Éducation coordonne un programme de formation accéléré dans les domaines agricoles, miniers et technologiques. L'impact se mesurera à travers le taux d'insertion professionnelle et la montée en qualification des jeunes diplômés. Cette étape renforce l'autonomie interne et prépare la relève nécessaire pour maintenir la trajectoire ouverte. Ainsi, se dessine une feuille de route où chaque élément dépend des autres et où la cohérence prime sur la vitesse. Dans la mémoire collective, deux images demeurent. Les ouvriers des mines interrompant leurs machines pour écouter la radio et les étudiants rassemblés dans une salle improvisée pour analyser l'ultimatum venu de l'extérieur. Ces deux scènes, déjà présentes aux premières heures de la crise, reviennent aujourd'hui comme un rappel silencieux de ce qui a donné sens au refus national. Elles symbolisent un même mouvement, un peuple qui choisit de comprendre puis de se tenir debout. Et à travers ces silhouettes anonymes, une conviction se renforce. Aucun pays n'appartient à ceux qui cherchent à le réduire. Dans ce paysage recomposé, la figure d'Ibrahim Traoré n'est pas celle d'un héros solitaire, mais celle d'un relais. Sa posture ferme réactive l'élan initial, comme si les voix de ceux qui avaient suspendu leur travail ou leurs études continuaient encore de vibrer dans les décisions présentes. Le récit ne glorifie pas un individu, il éclaire une cohérence. Un pays ne peut avancer que lorsqu'il accepte de s'appuyer sur sa propre colonne vertébrale. Et au cœur de cette dynamique, une phrase résume l'essentiel en moins de 12 mots. La dignité n'a jamais été un compromis négociable. Lorsque la poussière retombe et que les débats s'apaisent, il reste une question simple, presque intime. Que faire d'un récit qui a traversé un continent et bousculé des certitudes anciennes? Le Burkina Faso n'a pas seulement refusé un ultimatum, il a rappelé qu'un pays, même enclavé, peut décider de son propre rythme lorsque la volonté collective prend le pas sur la résignation. Cette histoire, désormais inscrite dans les discussions publiques, dépasse les enjeux géopolitiques pour toucher un territoire plus large, celui du regard que chacun porte sur la justice, la souveraineté et la dignité. Dans un monde saturé d'analyses rapides, ce moment invite à une lecture plus patiente. Chacun peut y trouver un point d'entrée, comprendre les ressources, interroger les rapports de force, réfléchir à la manière dont un peuple choisit de tracer sa route. Et c'est ici que se joue le rôle du spectateur. Non pas applaudir ou condamner, mais se demander ce que signifie, chez soi, le refus d'être réduit à une variable. Alors, une invitation douce se glisse entre les lignes. Poursuivre la conversation, l'enrichir, la partager, et laisser chacun décider ce que cette histoire change dans sa propre manière de voir le monde.